Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction. Dans Histoire, ouvrage datant du 5e siècle avant Jésus-Christ, Hérodote écrit que le pouvoir n'est rien, seul compte l'influence. Elle entrait en matière pour influencer le lecteur en faisant passer le message simple, via un historien grec reconnu comme le père de l'histoire par Cicéron, autre relais de renom, que s'intéresser à l'influence peut lui accorder une certaine forme de pouvoir sur les autres. L'influence est de tous les temps car son action sur les comportements ne date pas d'hier. De l'homme des cavernes s'organisant pour défendre sa tribu aux simples citoyens d'aujourd'hui évoluant dans un univers fait de multiples interactions avec son environnement, l'influence a traversé tous les âges, car l'homme doit encore et toujours préserver ses intérêts et tenir compte de ceux de ses voisins. Au cours des siècles, la peur générée par la puissance physique a laissé place à des jeux de domination plus subtils qui ont réglé les relations humaines, puis les relations interétatiques, sans pour autant éviter les conflits meurtriers. Tous les États n'ont pas suivi les sages conseils de Sun Tse pour qui le mieux est de soumettre l'adversaire sans combattre. L'influence est tout sauf un combat et on peut lui attribuer tous les défauts de la terre, via des formules à connotation péjorative comme trafic d'influence. Elle n'a pas pour objet de contraindre autrui. L'influence est de tous les temps, certes, mais aussi de tout temps car il n'est pas de jour sans que nous soyons influencés par notre environnement et que nous l'influencions également. Qu'il s'agisse de convaincre sa famille de l'utilité de déménager, de persuader un commercial d'accorder une remise supplémentaire ou encore son client d'acheter un nouveau produit, l'influence se pratique au quotidien et par tout le monde. Elle se diffuse par l'image, par l'argumentation, par l'émotion, et équilibre sans cesse les relations humaines. Mais ce qui est essentiel à savoir, c'est que l'influence se véhicule par les perceptions qui, si elles sont partagées par beaucoup, s'appellent une mentalité. Si chacun sait qu'il est difficile de changer une mentalité, il est toutefois très possible de changer les perceptions de ses interlocuteurs. Cet ouvrage a pour objet de montrer comment, en particulier au sein de l'entreprise. La problématique des perceptions. La notion de perception est au cœur de toute action, stratégie, démarche, approche ou opération d'influence. La problématique des perceptions concerne en effet toute personne en général et tout dirigeant en particulier quand il est confronté à un décideur, qu'il soit un consommateur dans un supermarché, un directeur de business uni devant une proposition de contrat ou un responsable politique face à un projet. Il faut donc précisément étudier le champ couvert par les perceptions, avant de se lancer dans une stratégie d'influence. Mais qu'est exactement qu'une perception ? Une perception est un événement cognitif qui se traduit par un stimulus interne, provenant d'un ou de plusieurs organes des sens. Les perceptions les plus fréquentes sont donc liées aux 5 sens de l'être humain, vue, ouïe, odorat, goût et toucher, d'où le synonyme de sensation fréquemment rencontré, sens auquel le philosophe hollandais du XVIIe siècle Baruch Spinoza ajoutait l'expérience acquise, le raisonnement et l'intuition pour compléter son observation savante des perceptions. Ces perceptions génèrent, confirment ou infirment une compréhension que l'individu a de la réalité, une idée plus ou moins nette qu'il se fait d'une personne, d'un objet ou d'une situation. Parmi ces perceptions, ces sensations, on relève le dégoût lié à une image horrible ou à une odeur forte, l'envie liée à la tentation, l'admiration, le désir et le plaisir, la beauté, la douceur, l'âcreté et l'amertume, la chaleur et la fraîcheur. Conscientes, inconscientes ou subliminales, les perceptions se font et se défont par des biais cognitifs tels que la croyance ou l'illusion. Dès lors, influencer quelqu'un c'est transformer une de ses compréhensions, qui peut être mauvaise, biaisée ou incomplète, par une autre, et par conséquent le faire agir ou réagir autrement. Parmi les perceptions qui résultent d'une analyse de l'inconscient, on distingue le danger, la confiance, la complexité, le sens commun, le tabou ou l'interdit. Quelques notions proches de celles de perception méritent qu'on s'y attarde. L'impression, l'intuition, l'émotion, l'image et la réputation, la dissuasion. Les étudier, c'est enrichir le champ de l'action d'influence. L'impression. On parle ainsi fréquemment d'impression. Quelqu'un qui a l'impression qu'il va se passer quelque chose a perçu et analysé une cause pouvant avoir une conséquence immédiate. C'est le cas d'une personne qui entre dans un parking souterrain mal éclairé et ressent une présence contrariante générant un sentiment d'insécurité.
L'impression est ainsi ce qui reste gravé dans l'inconscient après l'arrivée de perceptions diffuses. Le célèbre peintre Claude Monet disait à ce titre « Ce que je ferai, ce sera l'impression de ce que j'aurai ressenti », d'où l'école dite impressionniste. En changer, c'est imprimer quelque chose d'autre qui remplace la première impression. Or, chacun sait que la première impression demeure souvent gravée dans l'esprit et qu'il est particulièrement difficile de la modifier. Nous verrons plus loin dans un chapitre dédié que c'est surtout le cas lors de premiers échanges en face à face, en particulier à l'occasion d'un entretien programmé. L'intuition. Fréquentes sont aussi les analogies faites avec l'intuition que Spinoza aimait rapprocher des perceptions sans les confondre. Être intuitif, c'est trouver rapidement une solution à un problème posé sans avoir recours au raisonnement ou à l'expérience, mais à la seule conscience. Victor Hugo ne disait-il pas que l'intuition est le grand organe de la conscience ? On peut analyser l'intuition comme le résultat de l'interaction de perceptions irraisonnées sur l'intellect de quelqu'un se trouvant en situation de devoir faire un choix, de décider. Notion complexe, l'intuition est délicate à générer autrement qu'à disposer d'un bagage de connaissances et d'expériences pouvant, éventuellement et le moment venu, servir de banque de données dans laquelle puiser pour trouver une solution instantanée. L'émotion. Une simple perception peut par ailleurs être à l'origine d'une émotion qui court-circuite le raisonnement et prend le pas sur le discernement. Selon l'expert en marketing britannique Drayton Bird, l'émotion est toujours plus puissante chez les gens indécis que la raison. C'est dire qu'il ne faut pas délaisser l'émotion existant en amont de la décision quand il s'agit de convaincre quelqu'un qui n'a pas encore fait son choix, et ne surtout pas croire que l'émotion ne se traite qu'en aval d'un événement. Selon le Larousse, une émotion est un trouble subi, une agitation passagère causée par un sentiment vif de peur, de surprise, de joie, etc. Mais aussi une réaction affective transitoire d'assez grande intensité, habituellement provoquée par une stimulation venue de l'environnement. Émotion et environnement sont effectivement intimement liés. Avec l'âge, on apprend à dominer ses émotions mais il est impossible de les écarter car elles caractérisent la nature humaine, à la différence des animaux, puisqu'elles se traduisent notamment par des rires ou par des larmes. L'émotion suscitée par une déclaration choc, une action controversée, voire l'absence de réaction, peut être à l'origine de dégâts conséquents sur l'opinion car elles peuvent casser un lien fort, une confiance ancienne, une image bien établie. A contrario, l'émotion créée chez son interlocuteur peut faire tomber des barrières et donc provoquer la signature d'un contrat, grâce à des rapprochements, une inquiétude partagée, des amis communs. Nous développerons cela au chapitre 6. Dans la gestion de crise, on le verra plus loin, la priorité des priorités est de traiter l'émotion suscitée avant de s'intéresser à son origine ou de justifier ses actions. Caroline Fayet a une formule parfaite pour dire cela. Il faut savoir perdre en pouvoir ce qu'on peut gagner en humanité. Il ne serait ainsi pas venu à l'idée du président Hollande de débuter son intervention post-attentat terroriste du 13 novembre 2015 à Paris par autre chose qu'une séquence émotion. C'est une horreur. Attention donc de choisir les bonnes priorités. Le droit prime certes, mais c'est l'émotion qui fait l'opinion. Pour l'entreprise, comprendre qu'on a affaire à des humains plutôt qu'à un marché, c'est faire un pas de géant dans l'apprentissage des techniques d'influence. Car un décideur est avant tout un être humain, et oublier cette tautologie peut avoir des conséquences importantes sur l'avenir des relations communes dans son environnement. En mars 2010, le community manager du groupe suisse Nestlé, Vevey, eut à traiter une attaque en règle dirigée et orchestrée par l'ONG Greenpeace sur le réseau social Facebook contre une de ses marques prestigieuses, KitKat. Après avoir initialement empêché la discussion puis s'être escrimé pendant plusieurs jours, à répondre de manière brute et formatée aux internautes virulents qui cherchaient davantage le dialogue et attendaient un débat, il adopta de guerre lasse une toute autre posture, nettement plus humaine, qui permit d'éteindre le feu. C'était cependant trop tard et Nestlé dut plier face aux injonctions de transparence adressées par l'ONG et relayées par les internautes. À force de parler pour son entreprise, de répéter les mêmes messages anonymes, le community manager s'était déshumanisé et les internautes, excités par une vidéo de l'ONG vue plus d'1 million de fois, avaient eu beau jeu de vilipender cette sorte de monstre froid, qu'était la multinationale dont le représentant en ligne leur avait invariablement répondu sur un registre distant,
en décalage complet avec l'émotion engendrée et partagée en ligne. On constate tous les jours, dans la communication de grandes entreprises, que leurs responsables ont oublié le principe de base qu'on ne parle pas à des êtres humains, en proie à des émotions et demandant simplement qu'on les rassure, avec des éléments de langage tout prêts et invariables, ce qui ne signifie pas qu'il ne faille pas en préparer à l'avance, confère le début du chapitre 2, alors que la situation varie, le désarroi grandit ou le trouble s'étend. L'image et la réputation. Il est également possible de rapprocher la notion de perception de celle de l'image qu'on se fait de quelqu'un ou d'une organisation, en fonction des informations diverses qu'on a reçues de son entourage, de ses lectures, des médias, des réseaux sociaux. Des entreprises communiquent beaucoup sur leurs valeurs, et se cautionnent souvent elles-mêmes à travers ces valeurs qu'il n'est toutefois pas nécessaire de prendre pour argent comptant. La société américaine Enron affichait haut et fort ses valeurs d'intégrité, de communication, de respect et d'excellence, alors qu'elle trafiquait ses résultats comptables depuis des années. En octobre 2001, elle fut déclarée comme The Best of the Best par Goldman Sachs et après enquête des autorités boursières américaines, se déclara en faillite 3 mois plus tard en mettant au chômage ses 20 000 salariés. L'image que renvoie une entreprise est en effet le résultat de nombreuses perceptions qui sont en particulier liées à son histoire, à sa robustesse, à son sérieux, à l'ambiance qui y règne, à son poids économique, à la qualité passée et présente de ses produits, à la transparence de sa communication, à l'honnêteté de ses dirigeants, à l'honorabilité de ses bailleurs de fonds, à ses valeurs, etc., à tout ce qui en définitive constitue sa réputation. Or, la réputation est la valeur immatérielle la plus importante d'une entreprise et constitue le socle indispensable à des relations fructueuses avec ses parties prenantes. Elle est plus importante que les informations protégées liées à son activité comme le développement de sa R&D, son fichier client ou son taux de marge. Selon François Pinochet, co-CEO de la société Bolero, la réputation est à l'entreprise ce que l'honneur est à un individu. Combien d'hommes sont morts pour avoir défendu leur honneur? Combien d'entreprises ont disparu pour n'avoir pas suffisamment prêté attention à leur réputation? La réputation de la société Volkswagen a connu en 2015 une chute importante lors de la révélation par l'Agence américaine de protection de l'environnement, sur la base d'une alerte de l'ONG américaine ICCT, d'une fraude volontaire sur les émissions polluantes de quelques-uns de ses moteurs lors des tests d'homologation. Depuis, d'autres constructeurs font l'objet d'enquêtes de la part de leurs autorités nationales et c'est le secteur automobile tout entier qui souffre aujourd'hui d'une vilaine image de tricheur. La bonne santé d'une entreprise tient beaucoup à la qualité des relations qu'elle entretient avec ses parties prenantes que sont ses actionnaires, ses clients, ses salariés, ses fournisseurs, ses partenaires, ses concurrents. Il s'agit donc de préserver coûte que coûte sa réputation, au risque de disparaître rapidement, ce qui exige de veiller ce qui se dit sur son entreprise, d'alerter ses dirigeants en cas d'attaque en réputation, de type rumeur, et de stopper sa propagation. Influence et réputation sont fortement imbriquées. Les attaques sur les organisations sont le plus souvent d'ordre informationnel. Une information habilement distillée agit inévitablement sur les perceptions. Les perceptions créent, confortent ou détruisent une réputation. Assurément, l'influence est indispensable en anticipation pour garantir notre visibilité, en désamorçage pour éviter des protestations contre notre activité et en réaction pour gérer une crise qui vient impacter nos affaires. Nous ajouterons les résultats d'une étude du cabinet Deloitte de décembre 2014, selon laquelle 87% des dirigeants interrogés dans plusieurs pays estiment que le risque de réputation est le risque stratégique le plus important, et 81% ne sont pas confiants dans leurs compétences de gestion du risque réputationnel. Cela signifie qu'ils ne sont paradoxalement pas prêts à le contrer, parce qu'ils n'ont pas intégré les faits décrits plus haut. Gérer sa réputation, c'est agir sur les perceptions créées par des informations, ce qui signifie qu'il faut veiller l'information. La dissuasion. Autre perception intéressante encore à aborder, la dissuasion. Se traduisant par l'avertissement simple, ne m'attaque pas au risque d'y perdre plus que d'y gagner. Elle consiste à montrer sa force pour ne pas avoir à l'utiliser. Elle n'est pas une perception proprement dite mais la conséquence d'une perception de puissance.
L'arme nucléaire est ainsi fortement dissuasive. La présence de sous-marins lanceurs d'engins français en patrouille laisse peser une menace effroyable permanente sur ceux qui voudraient attaquer la France, et la gesticulation des avions Rafale équipés de missiles nucléaires a aussi pour objectif de laisser penser qu'on va s'en servir si l'attaquant se dispose à porter atteinte aux intérêts supérieurs de la nation. La dissuasion est également utilisée entre les entreprises déjà présentes sur un marché et celles, dites entrantes, qui souhaitent s'y implanter. La maîtrise de l'information est alors une fonction clé. Selon le portail de l'IE, la dissuasion est une posture stratégique destinée à la paralysie des actions offensives adverses par crainte de représailles supérieures à l'espoir de gain. La généralisation des pratiques de guerre de l'information dans les sphères économiques contraint les organisations à appréhender ce concept. Entrer sur un marché est ainsi un risque substantiel pouvant générer des menaces conséquentes. La dissuasion est pleinement une affaire de perception, et elle ne date pas d'hier non plus. C'est en effet une notion antédiluvienne dans les conflits entre humains qui s'est matérialisée par le cri puis par le nombre puis par la technique. Aujourd'hui, elle est certes associée à des capacités d'attaque et de défense, mais aussi, toute proportion gardée, à celle du rayonnement d'une personnalité ou d'une organisation car on hésite à attaquer quelqu'un qui rayonne sans avoir de solides arguments, au risque de s'attirer l'ire d'une population et de se décrédibiliser. C'est ainsi que les organisations non gouvernementales, ONG, disposent d'un capital de rayonnement tel qu'elles ne font jamais l'objet d'attaques. Cela n'est toutefois pas interdit de s'en prendre à une personne qui rayonne. On se rappelle en effet l'affaire des réfugiés Rohingyas de 2017 qui a mis à mal la ministre birmane Aung San Suu Kyi, pourtant prix Nobel de la paix, avec tout le rayonnement qu'un tel prix lui accordait. Mais alors qu'est-ce concrètement que le rayonnement ? Et quel rapport a-t-il avec l'influence ? Influence et rayonnement. Les deux concepts sont assurément différents. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.